voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, l'intervention de l'armée française au Mali. Si Mopti tombe, eh bien c'est la route de Bamako, la capitale, qui est ouverte. Des hommes armés ont pris d'assaut des installations gazières. Does this surprise you? And for former Canadian diplomat Robert Fowler, none of this is a surprise. Ils nous menacent, nous, les Occidentaux, directement. L'ancien diplomate Robert Fowler avait prédit le chaos qui secoue le Sahel depuis 1 an. Il connaît bien les djihadistes qui terrorisent la région. Notre chauffeur voulait nous montrer comment sa voiture était capable, alors on allait très vite vers le capitale. À ce moment-là, il y avait un camion qui nous dépassait. Notre chauffeur a essayé de le repasser. Lui, devant, il s'est bougé pour nous bloquer. Alors là, tout de suite, j'ai su qu'il s'agissait de quelque chose d'horrible. Robert Fowler, son collègue Louis Gué et leur chauffeur ont été kidnappés en 2008 près de Niamey, la capitale du Niger. Les 2 diplomates canadiens étaient en mission de l'ONU pour négocier la paix entre le gouvernement nigérien et les rebelles Touaregs qui avaient repris les armes 1 an plus tôt. Ma mission était très simple. C'était de convaincre et les rebelles et le gouvernement de Niger de parler de paix. C'est tout. Les Touaregs sont historiquement des éleveurs nomades qui arpentent le désert avec leurs bêtes à la recherche de pâturage et d'oasis. Aujourd'hui, la majorité vit dans des villages, loin de tout, sans eau potable, sans école. Les Touaregs sont parmi les peuples les plus pauvres de l'Afrique. Les Touaregs au Mali est toujours un citoyen de second rang. De tous les temps, citoyen de second rang. Le vétérinaire Idoual Agbala vit dans ce camp de réfugiés au nord du Burkina Faso avec sa femme et leurs 4 enfants. Ils ont été forcés de fuir Gao quand les rebelles et les islamistes ont envahi la ville, saccageant les services publics. Le problème Touareg est un vieux problème. Il a le même âge que la République du Mali. Donc la rébellion là n'a pas commencé cette année. Elle a toujours existé. En 1963, il y a eu la rébellion. En 1990, il y a eu la rébellion. En 2006, il y a eu la rébellion. En 2012, il y a eu la rébellion. On est fatigué. Les Touaregs sont fatigués d'être poussés sur le chemin de l'exil et des camps de réfugiés à chaque fois que leurs frères rebelles attaquent l'armée malienne. Chaque conflit entraîne une vague de haine et d'exaction contre les populations touaregs et arabes. On a perdu des femmes, des enfants. Qu'on finisse avec ces rébellions, ces guerres inutiles, chaque année réfugiés, la solution qu'on trouve, une solution définitive à ce problème. Et on peut bien le trouver. Seulement, peut-être les décideurs ou la communauté internationale n'a pas eu le courage de dire « Ah, ces gens, il faut les laisser vivre. Trouver un moyen pour qu'ils vivent sur leur terroir. » Mais quel est le territoire touareg? Ces hommes du désert avaient combattu la France coloniale qui a divisé leur territoire lors des indépendances. Aujourd'hui, 1,5 million de Touaregs vivent au sud de l'Algérie, de la Libye, au nord du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Notre territoire est très riche. Il y a le manganèse, il y a l'or, il y a le pétrole, il y a tout. Depuis quelques années, les rebelles Touaregs du Mali ont élargi leur mouvement aux autres ethnies du Nord pour réclamer un vaste territoire, l'Azawad, grand comme la France et la Belgique. Des revendications historiques. En 1957 déjà, nos parents se sont réunis pour dire à la France coloniale à l'époque de leur donner un statut particulier. Ils ont dit à la France, nous acceptons être une partie de la France musulmane, mais nous n'accepterons pas et nous ne voulons pas que vous nous mettiez avec des gens avec qui nous n'avons pas les mêmes comportements, nous n'avons pas les mêmes points de vue, nous n'avons même pas la même culture. Depuis 60 ans, les Touaregs du Mali et du Niger ont tour à tour pris les armes.
jamais ensemble, mais toujours en s'entraidant. Ils vivent la même misère, les mêmes combats. Ils revendiquent tous qu'économiquement, ils disent qu'ils sont marginalisés. Voilà un peu ce qui fait leur dénominateur commun et ils essaient de développer une solidarité pour faire aboutir leurs revendications. Mahamadou Danda était premier ministre du Niger quand le pays a fait la paix avec ses Touaregs en 2010, après la dernière rébellion. Aujourd'hui, vous avez vu, le premier ministre nigérien est un Touareg. Vous les retrouvez au niveau de toutes les sphères les plus importantes de l'État. Et ça, c'est un facteur de paix. Il reste à conforter cette paix dans la durée. Et cela n'est possible qu'avec des actions de développement. Pour se développer et sortir de la misère, les Touaregs du Niger réclament depuis longtemps leur juste part des revenus liés à l'exploitation des ressources. Les Français exploitent l'uranium. Le pays est le 3e producteur d'uranium au monde. Les Chinois exploitent du pétrole, les Canadiens de l'or. La grande mine d'or du Niger est opérée par la Montréalaise Semafo, que Robert Foller et Louis Gué avaient visité juste avant d'être kidnappés. Alors, on voulait visiter Semafo pour voir comment eux, ils s'organisent en termes de relations locales, en termes de responsabilité corporelle, et comment les revenus de cette mine-là sont éparpillés d'une façon ou d'une autre aux gens locaux. Les diplomates canadiens sont enlevés peu de temps après avoir quitté la mine d'or. Ils roulent sur une piste pendant 12 heures avant de prendre une première pause. Comme le pays est en pleine rébellion, Robert Foller croit que ces ravisseurs sont liés au mouvement Touareg. Il en parle avec le Sénégalais qui tient la garde. Il faisait un tout petit feu et il faisait du thé. Dans ce petit théière, des petits verres, dans le sable, comme ça. Je dis, est-ce que vous n'êtes pas de mouvement nigérien pour la justice? Il me regarde et dit, je vous ai dit que j'étais sénégalais. Alors, comment vous pensez que je pourrais m'associer avec cette gang-là? Non, nous sommes Al-Qaïda. Mais ce n'était pas mon meilleur moment. Les Canadiens sont détenus par des combattants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Le leader du groupe est Mokhtar Belmokhtar, un terroriste qui a organisé de nombreux attentats depuis 15 ans, dont celui contre le site pétrolier d'In Amenas en Algérie. Mais lui était toujours froid. Les questions qu'il demandait étaient très économiques. Et c'était pas plein de menaces extravagantes comme c'était le cas souvent avec les autres. L'Algérien Mokhtar Belmokhtar a été formé au terrorisme en Afghanistan par Ben Laden, qui l'a ensuite renvoyé faire le djihad chez lui. Ils reviennent dans leur pays, l'Algérie. Il y a le GIA qui est créé, groupe islamique armé, des attentats en Algérie, et à un moment, ça se métastase vers le sud algérien, qui est le nord du Mali, et ils commencent par s'installer. Ils s'installent. Correspondant au Mali depuis 20 ans pour l'agence France Presse et Radio France Internationale, Serge Daniel vient d'écrire un livre sur l'industrie de l'enlèvement. Ils commettent des attentats dans des pays comme l'Algérie, comme la Mauritanie, et ils enlèvent des otages au Niger, en Tunisie, et qu'ils ramènent au Mali. Le Mali est devenu un peu un entrepôt d'otages. 90% des sources de financement d'Al-Qaïda au Maghreb islamique proviennent, à mon avis, des rançons. Une fois que les otages sont bien isolés dans le désert malien, on les force à enregistrer une vidéo. La seconde qu'il a dit le mot vidéo, j'avais une frousse terrible. J'avais peur d'être égorgé devant une caméra et que ma famille le verrait sur YouTube, et tous mes amis. Et j'avais une peur terrible de cette fin. Les otages enregistrent cette preuve qu'ils sont en vie le 19 décembre 2008. Les autorités canadiennes obtiennent l'information avant Noël, mais les familles des otages ne l'apprendront que beaucoup plus tard. Ils n'ont pas dit à ma femme
et à la femme de Louis pendant 6 semaines le fait que nous étions même en vie. Et eux, ils le savaient. Un an avant la guerre qu'on connaît aujourd'hui, une rébellion de la minorité touareg, les nomades du désert, avait déjà failli déchirer le Mali. Mais la rébellion des Touaregs a été détournée par des islamistes radicaux liés au trafic de la drogue et au commerce des otages. Une force beaucoup plus difficile à contrer et avec laquelle il est pratiquement impossible de négocier. Pendant près de 3 mois, les otages canadiens survivent péniblement au désert, à l'angoisse obsédante d'être tués à tout moment. Et à un moment donné, on est en train de faire notre piste et je voyais un gars qui creusait dans le sable. Peu à peu, Hassan descendait dans le trou. Je me suis convaincu, absolument convaincu, 100%, aucun doute, que c'était notre tombe. Une peur amplifiée par les scénarios catastrophes que les otages ne cessent d'imaginer. Ils vivent dans l'ignorance la plus complète. Ils ne savent même pas si le Canada a accepté de négocier leur libération. Au 85e jour de détention, des ravisseurs frustrés s'ouvrent un peu. Ils sont venus nous dire les Canadiens sont des pas fiables, des méchants, des menteurs, de blablabla. On veut plus rien savoir des Canadiens. On a cherché dans la région pour quelqu'un qui pouvait négocier pour votre vie, mais personne ne veut le job. Personne est intéressé à nous engager, sauf un. Et c'était Blaise Compaoré de Burkina Faso. Vous étiez surpris? J'étais stupéfié et terrifié. Parce que j'ai une histoire avec Blaise Compaoré. Quand il était ambassadeur du Canada aux Nations unies, Robert Fuller avait écrit un rapport associant le président Compaoré au trafic de diamants qui finançait la guerre civile en Angola. Je ne partage pas ce qu'il a dit dans le rapport, mais donc pour moi, c'était la vie d'un homme qu'il fallait d'abord sauver, parce que le Premier ministre du Canada me l'a demandé. Après 2 mois de dialogue de sourds avec les ravisseurs, le Canada fait appel au président burkinabé, qui entretient des liens avec la filiale africaine d'Al-Qaïda. Le président burkinabé, tout le monde savait qu'il avait un conseiller qui avait ses entrées au niveau justement de ces al-qaïdistes-là. Comment vous jugez ça, le fait qu'un président d'un pays ait un bras droit qui négocie directement avec Al-Qaïda, qui a ses entrées, comme vous dites? Moi, je pense que ce sont les exigences de la gestion de l'État en Afrique. Pour s'ouvrir toutes les portes, souvent, malheureusement, on peut composer avec même ceux qui ne sont pas forcément recommandables. Ce conseiller peu recommandable réussit à faire parvenir aux otages, en plein désert, une boîte de provisions, gracieuseté de la présidence. Et c'est par cette même personne qu'il nous a effectivement envoyé 14 boîtes de choses merveilleuses à manger. C'est difficile pour nous de comprendre que vous êtes un président, un chef d'État d'un pays, que vous avez d'une certaine façon vos entrées auprès d'Al-Qaïda. Mais il faut dire que depuis ces 10 dernières années, le gouvernement malien était très peu présent, l'armée malienne était très peu présente dans ces zones. Et puis, il aussi se dire que ces messieurs aussi, ils cherchent aussi à avoir des contacts. Ces messieurs, des djihadistes armés jusqu'aux dents, cherchent des contacts pour négocier la libération d'otages occidentaux. Le journaliste Serge Daniel, qui a enquêté sur ces enlèvements, affirme que plusieurs pays, dont la France et le Canada, ont négocié et payé. Le Canada a payé entre 3 et 9 millions d'euros pour libérer les diplomates Flower et Louis Gué. Je le sais d'autant plus qu'à côté de la demande de rançon, il y a la libération de combattants islamistes détenus dans des pays comme le Mali. Et je peux vous le dire, ils ont été libérés. L'un d'eux s'appelle Belkacem Zaoudi. Et si vous faites attention, c'est lui qui est sur la couverture de mon livre.
Les armes achetées à rabais de la Libye après la chute de Kadhafi ont bonifié ponctuellement le butin de guerre des islamistes. Mais c'est avec le trafic de drogue et les rançons qui se sont développés depuis 15 ans. Un terroriste, un islamiste, il ne va pas en boîte de nuit, il ne porte pas de costume, il ne festoie pas. Mais quand il a cet argent-là, ça lui permet d'acheter des armes, ça lui permet de commettre des attentats. Vous savez qu'il y a une branche d'Al-Qaïda qui s'occupe de la fabrication des explosifs, qui s'occupe de l'achat des armements, et ensuite ça permet de recruter, d'acheter des véhicules pour aller commettre des attentats. Ça permet d'agrandir les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces routes qui traversent le Sahara ont servi pendant des siècles au trafic d'esclaves, d'or et d'ivoire. Aujourd'hui, des rebelles et islamistes de tout acabit y contrôlent le trafic d'immigrants clandestins, d'armes et de drogue. On vit au-dessus de tout le monde. Les avions de la cocaïne débarquent. Les rebelles touaregs disent avoir repris les armes en 2012 parce que l'État malien et son armée, corrompus par les trafiquants, n'assuraient plus la sécurité des populations du Nord. Mais c'est dangereux. De par le monde, les trafiquants passent. On s'était dit que notre territoire, désormais, ce n'est plus pour nous, c'est pour d'autres. Alors, si nous ne levons pas, si le Mali ne peut pas nous sécuriser, il est de notre devoir de nous lever pour nous sécuriser nous-mêmes. Les rebelles touaregs ont malgré tout combattu le printemps dernier avec ces envahisseurs du djihad, ce qui leur a permis de conquérir la moitié nord du Mali en quelques semaines. Mais les djihadistes ont rapidement chassé les Touaregs du territoire conquis pour y imposer une charia radicale. Mais quand il y a de la provocation, d'ouverture du feu sur des enfants, sur des femmes, là, les MNLA n'acceptent pas. Ils préfèrent se retirer de la ville pour sauver les vies humaines. Les rebelles jurent ne s'être jamais alliés à Al-Qaïda, qui a confisqué leur victoire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils le regrettent amèrement. Aujourd'hui, ils aident les forces françaises à traquer les djihadistes repliés dans les montagnes du désert. En ce moment, la question terroriste va être posée et les MNLA sera même en tête des lignes pour mener ce combat, parce que le MNLA, ce n'est pas lui qui a amené le terroriste ici. Une des raisons qui ont amené le soulèvement des MNLA, ce sont ces terroristes. Mais pour beaucoup de Maliens, les combattants touaregs sont aussi des terroristes, car ils ont combattu l'armée en même temps que les djihadistes, avec les mêmes armes. Ils ont donc, même involontairement, ouvert la voie aux islamistes, à cet islam qui coupe les mains de voleurs, marie de force et viole des fillettes de 12 ans. L'absence de touristes, ça fait mal. Cet artisan touareg a fui la pauvreté extrême de son village du Nord il y a une quinzaine d'années pour s'installer à Bamako. Pour lui, rien, aucune misère, aucune discrimination, rien ne justifiait la dernière rébellion de ses frères. Je n'ai rien à voir avec eux. Mon tribu n'a rien à voir avec eux. Ils ont pris leurs armes, ça c'est leur problème, ça s'engage que eux. Notre arme, c'est ça. C'est les marteaux et la clim et le cuir et le bois et le métal. C'est ça notre travail. Moi, je suis un artisan, donc il y a une confusion. Dès qu'on voit des gens travailler ou on voit des gens, on va dire que des Touaregs. C'est pas tout le monde des Touaregs. Et puis même si c'est des Touaregs, c'est pas tous les Touaregs qui sont des bandits. Inch'Allah, il y aura la paix, Inch'Allah. Il y aura la paix, Inch'Allah. Que Dieu amène la paix, Inch'Allah. La foi inébranlable de ces 31 ravisseurs a impressionné Robert Fowler. Selon lui, ces geôliers ne semblaient animés d'aucun désir matériel ou sexuel. Ils avaient un ardent désir de mourir en menant une guerre sainte dans le but d'aller au paradis, toujours prêts à tuer pour la cause. Cette menace a été toujours présente. Nous, les frères, nous voulons vraiment vous couper en petits morceaux. Mais malheureusement, Khaled, Mokhtar Ben Mokhtar, ne le permet pas. Les otages sont finalement libérés après 130 jours de captivité. Les djihadistes célèbrent l'occasion lors d'un étrange défilé militaire, une démonstration de force. Après ce moment-là, j'étais derrière dans le camion et là j'ai pleuré. Nous étions sur la piste de libération, j'étais libre,
personne ne pouvait me voir. Et là, j'ai pleuré. Je crois que c'était la seule fois. Les diplomates canadiens doivent en quelque sorte leur vie à Mokhtar Belmokhtar, qui avait besoin d'eux vivants comme monnaie d'échange. Robert Fowler dit que les djihadistes apprécient Belmokhtar, qu'ils considèrent comme un des leaders les moins sanguinaires d'Al-Qaïda. Pourtant, ce Ben Laden africain n'hésite pas à tuer. Sur le site pétrolier d'En Amenas en Algérie, 38 otages et 29 de ces hommes ont trouvé la mort. Mais nous, on voit En Amenas, Mali, c'est soudainement, wow! Qu'est-ce qui est arrivé que ces gens fassent des choses pareilles? Mais ça fait 20 ans. Il y a 200 000 morts en Algérie depuis 20 ans. Alors il n'y a rien de nouveau, là. Ce qui est nouveau, c'est ils ont pris de ces derniers mois une envergure, une confiance qu'ils n'avaient pas auparavant. L'offensive française a fait reculer les djihadistes qui ont fui les villes du Nord occupées pendant 10 mois. Un repli stratégique pour reprendre le combat qu'ils maîtrisent mieux, la guérilla du désert. C'est une région difficile d'accès. C'est une région qui fait 260 000 km². Et sur les 260 000 km², vous avez 150 000 km² de massifs rocheux, de massifs montagneux. Et c'est là-bas, dans ces massifs rocheux, dans ces massifs montagneux, que les islamistes sont désormais. Il va falloir aller les chercher à la fourchette, à l'escargot. On est très très loin, à mon avis, pour le moment, d'avoir terminé avec Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le nord du Mali. Maintenant, ils sont dans le désert, ils sont dans les montagnes du désert. Ça, c'est chez eux. Et ils ont, depuis 20 ans, démontré une capacité de faire de ça leur champ de bataille choisi. C'est pas tout le monde qui puisse opérer à 50 degrés dans un sable éternel. La musique du Mali est presque mieux connue dans le monde que le pays lui-même, grâce à des grands noms comme Amadou et Mariam. Quand ils ont envahi le nord du pays récemment, les islamistes ont interdit la musique et menacé de couper la langue des chanteurs. Beaucoup de musiciens ont dû fuir vers Bamako, la capitale. Mais très tôt, la communauté musicale malienne s'est levée pour éveiller l'opinion mondiale aux dangers qui menacent la liberté d'expression. Si on connaît mieux la situation là-bas aujourd'hui, c'est en partie grâce à leur cri du cœur. Bamako a toujours eu une scène nocturne vibrante, réputée pour ses discothèques, ses bars et sa musique mondialement connue. Mais depuis 1 an, on ne se bouscule plus sur les pistes de danse. Les boîtes de nuit ne marchent tellement pas comme auparavant, tu vois. Il y a l'état d'urgence qui a été décrété. Et puis, il y a une crise économique aussi qu'il faut ajouter, tu vois. Parce que depuis le début des événements, il y a une pauvreté totale qui s'est installée dans le pays. Le Mali était un exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ismaïla, connu sous son nom d'artiste, Master Soumi, est un des rappeurs les plus joués au Mali. Les gens ne sont plus aussi noctambules qu'auparavant. Il y en a qui ont peur dans le ventre parce qu'on vit dans un pays qui est en guerre. Ce soir, le militant chante dans un maquis, ces bars à ciel ouvert où les artistes peuvent performer entre amis. Cette nuit-là, le maquis est presque vide. Comme beaucoup d'artistes maliens depuis 1 an, Master Soumi chante pour se battre. La musique, le chant, c'est une manière d'adoucir les cœurs des uns et des autres parce que l'artiste est l'un des meilleurs moyens de communication. Fantani Touré chante pour résister aux islamistes qui l'interdisent. Chaque hiver, elle organise le Festival des voix de Bamako. Mais cette année, l'état d'urgence, qui interdit tout rassemblement public, a forcé l'annulation de l'événement.
Je ne pouvais pas le faire sans les femmes de Tombouctou, les femmes de Kidal et les femmes de Gao. Non. Depuis qu'on a vu qu'ils étaient en train de détruire les mausolées, on a eu peur. Ils ont détruit les restaurants, on a eu peur. Ils ont couvert les femmes du pied à la tête, on a eu peur. Au Mali, on ne connaît pas ça. Nous chantons pour vivre, pour faire vivre notre famille, pour faire vivre notre pays. La musique, c'est comme le cœur du Mali. Si quelqu'un veut stopper ça, ça veut dire qu'il veut stopper le cœur du Mali. Basekou Kouyaté, lui, utilise son ngoni pour combattre le silence. Les islamistes avaient interdit la musique sous peine d'emprisonnement ou de coups de fouet. En nomination 2 fois aux Grammy Awards, il vit encore dans un quartier populaire de Bamako avec ses chèvres et ses poules. Très croyant, l'hypocrisie des islamistes lui fait mal. Ils ont coupé les bras des pauvres, tué des pauvres. On avait la liberté chez nous. On te prend, on te tue tout de suite devant tout le monde. Soit on te frappe. Si ta femme est très belle, on tue ta femme. 5 ou 6 personnes vont baiser ta femme devant toi, soit ta fille. Ils ont baisé une fille jusqu'à ce qu'elle est morte. Et puis elle avait 12 ans. Elle était très petite. C'est pas de l'islam. Le musicien vit mal son impuissance face à tant d'horreurs perpétrées au nom de l'islam. Il prend son ngoni pour crier à l'aide. S'ils ont réussi à canaliser le Mali maintenant, cette année, l'année prochaine, peut-être ce sera un tour du Sénégal où ils vont faire face à Côte d'Ivoire. Ils vont essayer de prendre toute l'Afrique de l'Ouest, essayer de former seulement terroristes. Donc vraiment, on n'a pas de pouvoir pour combattre ces gens-là. Le monde entier doit nous aider pour sortir dans cette crise. Franchement. Certains leaders étaient des sanguinaires, dictateurs, révolutionnaires. La crise qui secoue le Mali, les souffrances des populations du Nord ont éveillé les consciences, secoué des jeunes désabusés de la politique. Cette population a été victime de toutes sortes d'exactions et de toutes sortes d'humiliations. Non, mais ce n'est pas la nourriture qui fait grossir. Notre jeune rappeur milite au sein d'un nouveau groupe qui dénonce un État corrompu qui n'a rien fait pour contrer les violences. Ces jeunes pardonnent aussi difficilement aux Touaregs qui ont pris les armes pour conquérir la moitié nord du pays, l'Azawad. C'est une minorité de personnes, une minorité de bandits qui prend les armes. Ouais, nous, on défend la cause de l'Azawad. Azawad. Azawad, ça n'existe même pas. Les vieux, il est là pour témoigner ça, quoi. Dans mon existence, je n'ai jamais entendu parler de l'Azawad. C'est une création fictive. C'est une création de toutes pièces. Mais est-ce que vous en voulez aux Touaregs? C'est pas tous les Touaregs. Il y a des Touaregs qui sont là, qui ne sont pas d'accord avec ceux qui ont pris les armes. Ceux qui ont pris les armes, on les en veut. Il faut les en vouloir, à mort. Faire taire les Kalachnikovs ne suffira pas. Il faudra aussi panser des plaies béantes. Une quarantaine d'artistes se sont unis pour chanter la paix et tenter d'apaiser de vieilles haines raciales, ravivées par la guerre. La chanteuse Fatoumata Diawara les a convaincus d'interrompre des tournées mondiales pour venir défendre leur pays et leur art. Si la France n'intervenait pas, on serait en train de cacher nos guitares et nos koras et nos ngonis
et nos basses. On a tenu à être ici aujourd'hui pour montrer notre colère au monde entier. Ce qui se passe au Mali maintenant, les bandits armés qui ont venu pour détruire notre pays. La population nous écoute, on a beaucoup de fans, donc nous sommes leurs idoles, donc ils nous écoutent à la longueur de la journée. Je pense qu'à travers cette chanson, ça pourra vraiment apaiser la situation. Je ne peux pas imaginer qu'il y a des gens qui existent dans le monde entier qui pourraient être contre la musique. C'est le seul moment en jouant de la musique que le monde n'a pas de frontières. Quand tu vois le public, il est divers. Il y a toutes les têtes, des Asiatiques, des Australiens, des Européens, des Américains, des Latinos. Et tu vois ton public, tu chantes pour eux, ils adhèrent quand tu chantes. Ils te disent waouh, c'est quoi cette arme? Finalement, elle est forte, elle peut unir. On a vraiment compris que notre art et l'âme de notre pays est en danger. Et pour rien au monde, on peut laisser ça. On se battra jusqu'au bout, Inch'Allah, pour sauver l'âme de ce pays. Oh.